Donc, si vous avez ça, si vous avez de la toux, par définition, de un, il faut identifier, avant de passer votre patient aux ARA d'emblée, ce que vous pouvez faire, c'est évaluer est-ce que c'est vraiment une toux aux IACA. Parce que nos patients peuvent tousser pour plusieurs raisons. Et c'est pour ça que j'ai dit, vos patients insuffisants cardiaques, la première ligne, éliminez la surcharge pulmonaire. La surcharge pulmonaire est une des conditions cliniques qui peut amener de la toux. Et l'autre chose, on peut avoir dans notre population des patients asthmatiques chez qui nos bêta-bloqueurs sont un peu moins bien tolérés. Donc ça, c'est à évaluer. Si ce n'est pas ça, bien écoutez, votre patient a une IACA, il y a quand même une chance sur 20 ou sur 10 qu'il tousse après l'introduction. Ça apparaît habituellement dans le premier mois de traitement. Ça n'apparaît pas 2-3 ans après. C'est à l'instauration du traitement. On dit que la définition d'une toux aux IACA, c'est une toux qui apparaît c'est une toux chez un patient sous IACA qui, à l'arrêt, se résout en dedans de 2 semaines. Puis c'est rare qu'on fait la 3e étape. Et si on le re-challenge, il va se remettre à tousser. Si vous avez un patient qui a besoin d'un IACA, qui, quand vous l'arrêtez, arrête de tousser, je pense que l'alternative qu'on a sont les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine qui vont aller bloquer l'action de l'angiotensine 2 sur le récepteur. Donc, vous allez avoir réussi à bloquer votre axe sans avoir joué sur l'axe de la bradykinin. Donc, c'est pour ça que les bloqueurs ne donnent pas de toux. Donc, ça, c'est la façon de contourner ce problème-là. L'adhérence au traitement, je ne le connaissais pas, là, mais il y a un article dans le New England qui commence par cette situation-là. C'est l'ancien Surgeon General des Américains du temps de l'époque. 5 minutes. De l'époque de Ronald Reagan. Et il disait « Drugs don't work in patients who don't take them ». C'est évident. Le problème vient souvent de là. Ça peut paraître bizarre. On leur donne un paquet de pilules, mais les patients ne sont pas compliants. Puis là, dépendant des chiffres, les chiffres peuvent être assez impressionnants. Les choses à évaluer, je vais passer rapidement parce que le temps commence à se faire manquant. Mais les choses à regarder, là, évidemment, les patients qui ont des troubles cognitifs, c'est plus difficile. Les patients qui n'ont pas de symptômes pour la maladie, l'insuffisance cardiaque compensée qui va bien, il faut se battre. Il faut clairement, nos patients, leur faire comprendre quels sont les bénéfices, je le cherche, clairement expliquer les bénéfices qu'on peut attendre des traitements et les effets secondaires attendus. Et l'autre chose, je vous dirais, impliquer les familles. Souvent, c'est des personnes âgées, à 2, ils retiennent mieux qu'un. Impliquer la fille, impliquer la femme. Des fois, le monsieur a des troubles cognitifs, la madame mieux ou l'inverse. Tu les amènes les deux dans le bureau. C'est important des fois d'avoir 2 personnes qui peuvent écouter. Et l'autre chose à laquelle je crois beaucoup, nos personnes âgées, il faut simplifier le traitement. Les affaires de pilules qui se prennent 3-4 fois par jour, si vous pouvez leur faire prendre toute leur pilule une fois le matin, vous augmentez vos chances d'avoir une adhérence valable. Donc, favorisez les doses unicotidienes. Puis je l'ai ici, regardez, les médicaments qui sont pris 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois par jour, la compliance diminue de façon importante. On passe de 50 à 80 % quand vous passez d'une prise 4 fois par jour à une prise uniquotidienne. Éducation, il faut vous expliquer pourquoi vous donnez vos médicaments. Les patients ne les aiment pas, ils n'aiment pas les bêta-bloqueurs, mais s'ils comprennent à quoi ça sert, bien, au moins ils peuvent se raisonner puis ils vont dire, il faut que je le fasse, je vais le faire. La fatigue, je vais l'endurer. Et accessibilité aux soins. Le réseau social, j'en ai parlé. Je pense que c'est important d'avoir que les gens autour du patient comprennent c'est quoi sa maladie, donc qu'ils ne soient pas seuls là-dedans. Et accessibilité aux soins. Clairement, ces patients-là, si vous avez une pratique qui vous le permette, les voir plus rapidement. Sinon, bien, écoutez, comme on en parlait, je pense que la clinique d'insuffisance cardiaque pour les grands malades, on a une facilité avec l'équipe qu'on a de revoir et de recontacter plus facilement nos patients. Donc, j'ai 2 minutes pour le retour au cas clinique. Vous poussez le questionnaire, votre patient finalement a mal au genou, il s'est acheté de l'ibuprofène à la pharmacie et vous avez déjà là une explication possible. L'autre chose, sa femme l'avoue, elle surveille, écoute, on y avait dit 1,5 litres, à la limite à 800 cc par jour. Il ne vous a pas trop à parler, mais finalement, la madame se vend. Fait que vous avez déjà là 2 explications pour le tableau clinique d'insuffisance rénale, hypercalémie de votre patient. Que faire? Ça, c'était le choix de réponse que je vous avais donné tout à l'heure. Donc, évidemment, vous aurez compris que d'arrêter l'IACA de façon définitive avec les bénéfices de survie et de mortalité, ce n'est pas une bonne idée. Le référé à l'urgence, je pense que son bilan, sa créate n'est pas passé de 50 à 186, elle est passée de 150 à 186, donc vous avez déjà là une progression qui n'est pas si pire. Je pense qu'avec si vous êtes capable d'assurer un suivi rapproché, ça peut certainement être managé en externe. Après le questionnaire ciblé que vous avez fait, bon, vous avez enlevé l'AINS, vous diminuez temporairement les IACA, les diurétiques, quitte même à les réévaluer. S'il est à ce point compliant,
avec sa restriction hydrosodée, peut-être qu'il n'y en aura plus besoin de diurétique éventuellement. Donc, un suivi rapproché, appelé à la clinique d'insuffisance cardiaque dont le patient est connu, c'est toujours une bonne réponse. Ça, c'est un peu, je me répète. Favoriser l'adhésion, ce qu'on m'avait demandé. Donc, comme j'ai impliqué son épouse, elle est déjà pas mal impliquée dans ce cas-ci. Fait que donc, renforcer, mais juste lui donner les bonnes instructions, être sûr qu'elle comprenne la maladie, s'ils vont être deux à pouvoir... traitement à base unicotidienne autant que possible. On pourrait discuter pour les bêta-bloqueurs, mais je pense que pour nos patients qui ont plusieurs pilules, ça favorise. Vaut mieux une pilule qui est prise qu'une pilule peut-être un peu plus supérieure, mais qui n'est pas prise. Là, je me répète. Là. Donc, conclusion, les traitements d'insuffisance cardiaque amènent souvent des modifications symptomatologiques et biochimiques. Elles sont attendues. Vous allez vouloir pousser vos médicaments autant que possible. Donc, vous vous attendez à ce que ça accroche un peu. Ça ne représente pas nécessairement un échec au traitement. Ce n'est pas une indication de le cesser. Et une certaine détérioration est acceptable et acceptée. Donc, vous allez peut-être devoir accepter que votre patient qui est rentré avec son diagnostic d'insuffisance cardiaque à 120 de créate, bien, écoutez, peut-être que vous allez accepter de rouler à 140, 150 pour lui permettre d'avoir son IECA. Le poids, la TVC, ça a déjà été abordé. C'est au cœur même de l'évaluation de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et avant de diminuer quoi que ce soit, un traitement démontré efficace, toujours évaluer les autres choses. Et je pense que surtout, pas hésiter à appeler. Hein, à la clinique d'insuffisance cardiaque, appelez votre cardiologue préféré, puis on sera plaisir de vous aider. Merci.